Et puis, dernière difficulté, c'est les logiques transverses. Comment créer de la transversalité sur les compétences, sur les politiques éducatives, sur les politiques d'insertion, sur les politiques plus largement d'habitat, de logement social, etc., etc. Comment en fait finalement penser et agir horizontal quand toutes les institutions publiques et privées sont majoritairement verticales. Donc ça vient faire du tricotage. Et les agents de développement local le savent. Alors, conclusion de tout ça, je m'excuse, j'ai été plus long que je ne pensais, et encore j'ai sabré des choses. Trois remarques. La première, c'est quand on parle de territoire, est-ce que finalement on est dans une logique de proximité géographique ou est-ce qu'on est dans des proximités d'action de valeur? Il y a le territoire classique, vu classiquement par les découpages de l'indicateurs, c'est le territoire de proximité. Mais vous avez aussi des territoires, alors qui ne sont pas forcément territorialisés, c'est ça qui est intéressant. C'est des territoires d'acteurs, des logiques de synergie d'acteurs et de valeurs qui ne sont pas forcément dans un espace restreint. On voit par exemple, on parlait à Jacopo du pôle de compétitivité Cosmétique Vallée, ça vous dit quelque chose, c'est dans la région centre. Vous avez des grands cabinets, enfin L'Oréal, tous les grands centres de recherche, etc. Et en fait, Cosmétique Vallée est quasiment sur 2 régions. C'est un pôle de compétitivité, mais ce n'est pas sur les territoires connexes. Mais ça marche parce qu'il y a une interconnexion justement interterritorialisée des acteurs du développement. Donc, le territoire, est-ce que c'est d'abord la géographie de la proximité ou est-ce que c'est quelque chose d'autre qui peut être effectivement interterritorialisé ou déterritorialisé? Deuxième remarque, c'est ce que j'appelle l'illusion de la transparence. Le territoire, c'est pas forcément plus lisible. Enfin, le territoire, la dimension entre guillemets humaine, c'est pas forcément plus lisible que les grandes politiques publiques nationales, ou les grandes politiques nationales privées. Pourquoi? Tout simplement parce que plus on se rapproche, entre guillemets, de la vraie vie, et pour moi, en fait, le territoire le plus lisible, enfin le plus pertinent, c'est quand même le bassin d'emploi ou le bassin de vie, grosso modo, c'est-à-dire là où les gens habitent et les gens travaillent, à peu près. C'est une définition approximative. Mais c'est pas forcément plus lisible. Parfois même, c'est moins lisible qu'ailleurs. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez toute la complexité du social. Et vous avez toutes les clés de lecture qui peuvent s'appliquer. Quand vous avez affaire à une grande politique étatique, venue d'en haut, appliquée comme sous de bout dans les années 60 sur la Fos-sur-Mer, c'est lisible. C'est clair, c'est précis, c'est bétonné, etc. C'est lisible. Ce qui se passe sur un territoire restreint bassin de vie, c'est justement pas lisible, en tout cas pas tout de suite. Et dernière remarque, ça pose question aux acteurs locaux, notamment les acteurs de l'éducation, de l'insertion, de la formation, de l'action sociale en général. L'approche territoriale est une approche qui justement oblige et va obliger de plus en plus sans doute les acteurs à élargir leur vision d'action. Alors je parle plus pour les agents d'information parce que c'est mon domaine, mais penser territoire, ça veut dire s'ouvrir sur l'activité économique, ça veut dire s'ouvrir sur l'amont de la formation. Alors l'amont, c'est les parcours, c'est la reconversion, c'est le contact avec les entreprises, c'est aller aux collectivités locales, etc. C'est les dynamiques du territoire. C'est aussi passer d'une logique qui ne soit pas uniquement contrainte par l'offre, mais une logique où l'offre s'adapte de plus en plus à la réalité, alors je ne dirais pas de la demande, mais au moins des besoins des individus, des populations et des collectifs dans l'ensemble. Étant donné que les territoires peuvent être effectivement un collectif de demandeurs de formation. Voilà, donc c'est pour moi, je pense, un des axes importants aujourd'hui de revitalisation du fonctionnement des organismes d'éducation et de formation et de la remise en cause des outils, des méthodes, des techniques classiques, grosso modo, qui sont utilisés depuis la loi de 71 dans les années 80-90, y compris l'ingénierie de formation classique,
qui se recompose, se décompose, se modifie, etc. etc. On parlera mieux que moi. Voilà.